Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Super Potion, votre talk show qui s'intéresse au branding, packaging, marketing des marques de boissons. Aujourd'hui, on reçoit une pépite du monde des cocktails premium, The Fetishist, une marque qui a décidé de bousculer le marché des ready-to-drink en France avec une approche résolument haut de gamme. On va explorer ensemble les coulisses de cette aventure entrepreneuriale, de la conception des recettes à la stratégie de marque, en passant par les choix d'ingrédients et le développement commercial. Un épisode qui devrait particulièrement intéresser celles et ceux d'entre vous qui suivent l'évolution du marché des spiritueux premium. Avant de démarrer, une petite info, de nombreux articles Tendance 2025 sont dispos sur le blog de mon agence de communication sur blacksounddesign.com/blog. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activez la petite cloche ou bien sur Spotify et Apple Podcast si vous nous écoutez en podcast audio. Également, je vous invite à laisser des commentaires sous la vidéo. Mes invités sont friands de vos précieux retours concernant leur passage dans leur émission. C'est parti pour ce nouvel épisode autour des cocktails premium. Salut Hugo, Salut Lilo, ça va? ça va et toi? Écoute, toujours, comme un lundi, ravi d'être là. Bon, je pense que ça va être encore une discussion passionnante et passionnée. Yes, ça va être cool. Et donc, on est lundi 17 février aujourd'hui. On s'est rencontrés lors du CIRA 2025 sur le stand. Comment s'est passé le festival pour toi? Alors bien, au bout de 2 jours, j'avais plus de voix et au bout de 5 jours, j'avais plus de carte de visite. Donc bien, le CIRA, c'est vraiment un événement qualitatif, pardon, tant sur le plan professionnel, on va dire, que personnel. C'est vrai que nous, on avait des attentes sur ce salon qui est plus B2B que B2C. Mais c'est toujours intéressant de voir des passionnés du bon, du goût, échanger sur sur le produit parce qu'indirectement, c'est un peu notre consommateur final. Donc d'un point de vue business, c'était cool et puis d'un point de vue, conso, c'est sympa aussi d'avoir des feedbacks et des échanges. Donc super salon. Top, parfait. Bah, avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Qui es-tu, Hugo Jobin? Je suis un ancien, barman qui a rapidement monté en fait des projets, entrepreneuriaux. J'ai créé, d'abord une société, d'événementiel où on gère des bars à cocktails délocalisés pour des événements corporate, une école de barman en France, une société de distribution de matériel de bar et une cellule de conseil pour les vins et spiritueux et pour les établissements qui veulent se tourner, vers la mixologie. Puis on est arrivé à la création de produits pour des groupes de spiritueux, donc j'ai créé une marque de champagne et un rhum. Ok. Et puis finalement, mettre le doigt dans la création, c'était sympa. Donc du coup, je suis parti sur la création de The Fetishist, qui est une marque de ready to drink premium. D'accord. Et si on revient un petit peu plus sur ton parcours bar, qu'est-ce Mhm. que ça t'a apporté tout ça dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a passionné? Qu'est-ce qui t'a moins plu peut-être? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ah, ce qui m'a plu dans le bar, en fait, c'est tu peux démarrer. C'est encore un des métiers où tu peux démarrer en bas de l'échelle et monter. C'est un monde d'opportunités. Ce qui m'a plu aussi, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur, chacun entre guillemets ou religion, et c'est un truc que je transmets ça à chaque fois dans les formations. Tout le monde peut réussir. Donc ça, moi, j'ai bien aimé ce côté égalité des chances et c'est la méritocratie, c'est le travail. Ce que j'ai beaucoup moins aimé, pas parler comme un vieux con, hein, mais c'est les médias, les réseaux sociaux qui, je trouve, en fait, ont pourri notre métier. On a maintenant une jeune génération qui a fait même pas 6 mois de bar, qui veut devenir consultant, qui veut devenir brand ambassadeur, qui a l'impression de tout connaître. Alors que finalement, gérer un bar, gérer une clientèle, gérer des shifts, avoir un certain nombre de connaissances qui passent par la théorique, mais par aussi l'expérience, ça se fait pas en 6 mois. Donc ça, c'est le truc qui me déplaît un peu le plus, mais bon, il faut vivre avec son temps. Quand tu parles médias, tu parles réseaux sociaux au final. Réseaux sociaux, ouais. Ouais, ok, pas Le presse. côté, Ouais. non, 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 le côté Instagrammable où aujourd'hui, tu as des mecs qui sont imprimés des stars d'Instagram, et dans les faits, enfin, tu regardes, tu es au secours, quoi. Hmm. Et qu'est-ce que tu apprends au final? Tu as dit que dans ton parcours, tu faisais de la formation bar.
Tu le fais toujours ou c'était avant? Ouais, oui, ouais, non, on le fait toujours via notamment UMI Formation avec lesquels on travaille depuis 15 ans. Et on fait ce qu'on appelle un certificat de qualification professionnelle où en fait on essaye, et à la différence de mon parcours, on essaye d'avoir la formation la plus large et la plus enrichissante. C'est-à-dire que on a souvent eu des intervenants qui ont eu différents parcours, brasserie, hôtellerie, bar mixo, parce que il n'y a pas un monde du bar en fait. Il y en a plusieurs et moi par exemple qui n'ai jamais fait d'hôtellerie, ça me semblait important d'avoir et d'appréhender en fait ce parcours, ses codes et les attentes. Donc voilà, on essaye entre guillemets, d'être le plus large possible pour cette nouvelle génération de barman qui arrive. OK, et tu vois vraiment un shift entre, peut-être la génération d'avant que tu formais et la nouvelle? Il y a des nouvelles Oui. attentes, il y a qu'est-ce qui change au final? Le switch. Il y en a beaucoup qui ne vont pas à la fin de leur formation, beaucoup qui n'arrivent pas à se dire tiens, on va passer 6 mois de notre vie, entre guillemets, à apprendre et dans la partie bar, sur le terrain et à l'école, donc le switch. Et c'est comme les réseaux sociaux, en fait, tu switches d'un truc à un autre. Euh, il y a quand même le côté moins bosseur. Alors, je dis pas qu'il y en a pas, parce qu'on a des beaux exemples de gens qui réussissent, qui travaillent, qui s'investissent, mais globalement, enfin moi je le vois aussi avec des patrons de bar, parce que dans les recrutements, on le voit. Mmh. Alors moi, je veux mes week-ends consécutifs. Mais t'as des mecs, avant, ils avaient 10 ans de bar, ils n'avaient pas leur week-end, c'était un truc qu'il fallait négocier. Aujourd'hui, la négociation que tu avais avec l'expérience, c'est un prérequis maintenant à l'embauche. Donc, si tu veux, ouais, tu vois quand même des choses différentes. Et puis, des gens qui n'ont pas d'expérience, qui veulent des gros salaires, il y a eu des abus dans la partie salaire de la part des patrons, mais aujourd'hui, tu peux pas dire que tu n'as pas d'expérience et tu vas en apprendre avec le lieu et vouloir des 3 000, 4 000 € net par mois. Ça marche pas. Ça marche Ah pas. oui, c'est sûr, ouais, et puis je sais pas dans quel monde ils vivent, hein. Est-ce que Moi non plus, mais pour en parler avec beaucoup de patrons de bar, beaucoup de consultants qui justement eux, reçoivent des gens, épluchent des CV, c'est quand même une réalité. Donc c'est pas un phénomène isolé. OK, et qu'est-ce qui fait qu'ils se permettent, de vouloir ce genre de salaire? C'est qu'ils pensent être prescripteurs des nouvelles marques et que grâce à eux, telle ou telle marque va marcher? Ou c'est juste, Non, au début, je pense que tu n'es même pas dans ce business-là. Au début, je pense que c'est juste des prérequis par rapport à une qualité de vie. Tu dis, moi, j'ai fait mes calculs, je veux partir en week-end, je vais aller au resto, je veux m'acheter telle paire de pompes, je veux voyager, il me faut tant par mois. Donc, peu importe, en fait, que tu sois qualifié ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec qui postule pour être barman, c'est pour être serveur, il pourrait être conseiller dans une boutique de mode, il veut tant. Point. Et c'est ça aussi qui a changé. Avant, le bar, t'y rentrais pour certains parce que c'était un moyen, si tu n'avais pas forcément fait d'études ou autre, et avec l'envie de bosser, tu pouvais t'en sortir et arriver à des gros postes, des gros salaires, etc. Maintenant, c'est moins la méritocratie, c'est le dû tout de suite. d'accord. Mais après, encore une fois, c'est un changement de mode, c'est un changement de. Je dis pas que c'est moins bien, hein. Je dis juste, ouais, effectivement, il y a aussi beaucoup d'affaires où tu as eu des abus sur les salaires. Commencer avec un minimum, à un moment, tu comprends que la logique s'inverse. Maintenant, il faut que tout ça se régule. C'est l'offre et la demande, et chaque job a un niveau qu'il estime rémunéré. Donc, un mec qui est tout jeune, qui n'a pas d'expérience, qui est un peu chétif, qui ne peut pas confier un bar, à qui tu peux pas confier la gestion de rendre une caisse, etc. Vouloir tout de suite des gros salaires alors que tu n'as pas d'expérience dans le management, t'as pas encaissé encore, ouais, je trouve ça compliqué, mais de toute façon, on voit bien que ça se tend dans les recrutements, dans l'hôtellerie-restauration. Mmh. Et du coup, être formateur en bar et avoir eu ton background, est-ce que ça a servi à lancer ton produit et au final à l'intégrer, aux cartes de CHR ou autre? Alors oui et non. Si tu veux, comme je le disais, moi, j'ai un background, j'ai eu du mal à m'entourer dans le business, mais j'ai jamais eu de mal à m'appuyer et à m'entourer de professionnels qui étaient complémentaires. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont passées dans l'école et chacun a amené sa pierre. J'ai eu un formateur qui s'appelait Benjamin Noël,
un autre qui s'appelait Steve Duven, j'ai eu Christophe Jumentier, Romain Chassan. Tous avaient des backgrounds et des parcours différents et ils ont aidé et contribué à structurer une approche. Et d'ailleurs, moi, ce qui me plaisait, c'était surtout de ne pas se baser sur moi. Parce que moi, en fait, aujourd'hui, j'ai un côté autodidacte. J'ai pas fait de la brasserie, j'ai pas fait du palace, j'ai pas fait les bains dans les top les World 50, etc. Donc, j'ai une connaissance de la mixologie, de l'événementiel, du produit. Je me suis intéressé, mais c'était intéressant de construire cette offre en s'entourant de gens qui ont eu des parcours différents. Et d'ailleurs, on n'a pas pris que des top mixos, on n'a pas pris que des gars qui avaient fait de la brasserie. C'est ça qui, je pense, a fait la richesse de notre formation. C'est son approche, en fait. Et elle se nourrit tout le temps. Ok. Alors, pour en venir un petit peu plus à ton produit, à ce que tu vends aujourd'hui, quelle est l'origine du nom The Fétichiste? Comment ça reflète l'esprit de ta marque parce que ce nom-là, je le trouve hyper évocateur et hyper fort. En fait, on a travaillé avec une agence et le nom est arrivé un peu au hasard. On ne savait pas comment adresser le produit et c'est arrivé vraiment par hasard. Mais si tu veux, depuis 20 ans, je me suis mis très en discrétion par rapport au réseau, par rapport à la presse. Il est arrivé une époque dans, dans, dans les business qu'on faisait où j'étais tout le temps sollicité par la presse, par les médias et je trouvais ça un peu malsain parce que je considère pas qu'une personne peut être parole d'évangile pour une profession. Et donc, je me suis mis vachement en retrait. Et c'est vrai qu'on a vu passer beaucoup de choses dans le domaine du bar, avec des égos surdimensionnés, voilà. Et, et le point d'orgue de Fétichy, ça a été de se dire pas de bullshit, le produit, et puis cette quête du goût, en fait, ce- ne pas se contenter d'à peu près, aller jusqu'au bout des choses avec une exigence sur la qualité qui avait pas de, il n'y avait pas d'équivalent et surtout il n'y avait pas de compromis sur la qualité. Et tu vois, au tout début, par exemple, les premiers badges de cocktails, le Moscow Mule, on a arrêté de compter à la 65e version. La vérité, c'est qu'à la version 3, c'était déjà très très bon. En fait, on m'a dit, mais t'es un grand malade, tu vas trop loin. Et en fait, c'était que des micro-ajustements. Je dis, ouais, je veux le goût de gingembre, mais je veux aussi sentir la fraîcheur du citron vert. Et je veux pas que ça s'arrête sur le palais au niveau du premier sip, mais qu'il y ait une longueur en bouche. Et en fait, micro-ajustement plus micro-ajustement, bon, t'arrives à un nombre de tests qui est déraisonnable pour un entrepreneur. Je parle pas pour un passionné, mais qui est déraisonnable d'un point de vue entrepreneuriat. Le Panstar Martini, tous les clients nous le demandaient, les distributeurs, etc. Bah, on a dit non, en fait. On a mis 18 mois à le sortir parce que c'était des micro-ajustements, des pouillèmes entre justement avoir la gourmandise de la vanille, mais qui n'est pas écœurante et saturante, avec l'acidité de la passion, mais qui n'emporte pas sur la vanille. Ah, voilà, 18 mois. Sauf que enfin, aujourd'hui, je goûte tout ce qui se fait sur le marché. Ah, je pense qu'on a le meilleur produit, en fait. Et je le dis et je le revendique, en fait. Je l'assume. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, quand ils vont lire le podcast, ils vont dire, oh putain, il a un peu le melon. Non, pas du tout. Factuel. Factuel parce que je prends tout ce qui existe sur le marché et on fait des dégustations à l'aveugle avec des critères de notation. Donc tout vient du fait que tu sois un ultra geek du produit. Au final, c'est la version plus léchée, plus métaphorique d'appeler ton produit The En Fétichiste. fait, le fétichisme, c'est quoi? Attends, ça va te sauter. Tu me disais quoi? Non, non, je te disais rien de. Ah, non, je te disais, le fétichisme, c'est quoi à la base? C'est l'adoration à l'excès pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et moi, en l'occurrence, c'était le cocktail. En plus, manque de peau pour moi, avec les 20 ans que j'ai dans l'industrie, je savais que j'allais être attendu au tournant. Et j'avais pas le droit à l'erreur. Donc, il y avait des grosses attentes sur la catégorie ready to drink parce que souvent les gens pensent quand même aux produits que tu peux retrouver en grande distribution, chimiques, fluo, sucrés. Ouais. On a voulu faire tout l'inverse. Des ingrédients naturels, pas d'arôme de synthèse, pas de colorant, pas de conservateur, pas de stabilisant, aucun alcool de marque. Je source tout moi-même par rapport à un cahier des charges sur des qualités organoleptiques bien précises.
Ça, c'est intéressant, le Mais côté. Euh, moi, c'est ce qui m'intéresse dans le ready to drink, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme spiritueux au final. Tu vas chercher une marque, tu vas chercher un alcool neutre. Enfin, je sais pas comment on travaille un RTD. Est-ce que tu vas mettre un rhum de telle marque avec un whisky de telle marque et est-ce qu'il y a des collaborations cachées qu'on ne voit pas pour le client final? Enfin, non, il n'y en a pas. J'ai été évidemment démarché par plein de groupes, mais non. En fait, mon approche, c'est la quête du goût. Et du coup, je passe pas par des produits intermédiaires, c'est-à-dire altérés, transformés ou trop sucrés. Tu vois, moi, ce qui est intéressant, mon rhum, quand je le source, il est brut. Il n'y a pas de sucre, d'ailleurs. ok. C'est moi qui maîtrise le taux de sucre. Quand je fais des spritz, que ça soit elderflower ou un peu orange, bah, le taux de sucre, il est baissé, en fait. Parce que j'ai pas le sucre de la liqueur ou du bitter. Et je suis allé chercher le goût brut et c'est moi après qui jauge le taux de sucre. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous nos cocktails sont moins sucrés. Il y a cette quête sur le goût et sur être bon, ça passait aussi par moins de sucre. Et moins de sucre, quand tu ne maîtrises pas en fait ton produit de base, bah, tu es limité. Ok. Et au final, comment t'en es venu au RTD? Pourquoi le ready to drink, le cocktail prêt à boire? Enfin, pourquoi pas juste un autre gin, un mezcal, Écoute, j'aurais peut-être dû, parce que quand je vois le temps que ça prend à construire, je me dis toujours qu'il avait lancé une tequila ou un rhum, ça aurait été plus rapide. Mais pourquoi? Pour deux raisons. Une pro et une perso. En tant que centre de formation, j'ai tout le temps des patrons de bar qui m'appelaient en me disant j'ai pas de barman, je trouve pas de barman. Ou alors, bah moi j'ai une brasserie, j'arrive pas à tirer les mixologistes parce que entre tirer 3,5 et 2 verres de rouge, bah, mon offre ne me permet pas d'attirer les bons profils. Ou on a pris un consultant, il nous a fait une carte, il s'est barré, il y a que lui qui savait faire la carte, donc on repart de zéro. Je me suis dit ok, il y a un truc à faire, mais encore une fois, comment on le fait? Comment on le fait? Je pose enfin, c'est une question ouverte parce que aujourd'hui, il y a plusieurs axes dans le ready to drink. Tu as le classique twisté et tu as la créa. Moi, je me suis dit, en tant qu'ancien barman et quand je vais dans des bars de destination, donc des palaces, des bars à cocktails, j'aime bien me poser au bar, discuter avec le barman. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et donc, je me suis dit, bah, en fait, on va avec Fetchy se concentrer sur les classiques parce que la créativité, ça reste le rôle du barman. Enfin, moi, par exemple, la petite perso, j'adore boire un Negroni au mezcal. Bon, bah, fétichiste fait pas de Negroni au mezcal, il fait un Negroni classique. C'est un parti pris. Et je voulais que ça soit clair, le message. Que des classiques, pas de créa, pas de classique twisté. Et le deuxième axe, c'est l'axe personnel, en fait. Chez tous mes potes, quand ils venaient le week-end chez moi, ils me disaient, bah, Hugo, tu peux nous faire des cocktails? En fait, il faut pas se raconter d'histoire. À la maison, t'es un nul comme tout le monde, en fait. Il te manque toujours un produit, t'en fous partout parce que t'as pas de station de bar. Le lendemain matin, c'est collant, il y a du sucre, c'est chiant. Et puis surtout, quand les gens sont dans le salon, toi, t'es puni dans la cuisine. T'as fait une première tournée de cocktails, tu les ramènes, les gars, au bout de 5 minutes, ils ont fini, tu dois y retourner. Je me suis dit, ça, ce qui serait vachement cool, c'est de créer un cocktail où, en fait, bah, comme une bouteille de champagne, une bouteille de vin, tu l'ouvres et tu sers sur glace. Et puis voilà, tu restes dans le salon avec tes potes. Donc voilà, un axe pro et un axe perso, aussi simple que ça. Ok. Et d'ailleurs, en termes de format de bouteille, moi, tu m'as donné trois petites. C'était des mignonnettes, mais tu proposes ce format en 50, c'est ça? Ou en En plus? 70, 70? en 70, ouais, le format 70, c'est le format retail pour les caves à la base. Après, c'est la magie du CHR. Quand tu lances un produit, il t'échappe, hein. Il y a des belles brasseries ou des hôtels de luxe qui l'ont mis en présentation ou en amenities pour des clients. D'accord. Donc voilà, mais à la base, c'est vraiment le format caviste. Et puis après, tu as le format mignonnette. Ouais. Qui est là, hein, d'ailleurs. Et Ah. puis Mais d'ailleurs, tu m'as même pas dit si tu avais fini de les goûter. Ouais, j'ai fini de les goûter. Bah oui, parce qu'au final, je bois pas tout le temps de l'alcool, hein, il faut se calmer des fois. Et d'ailleurs, il faut consommer avec modération. Mais non, non, en gros, sur les trois que tu m'as donné, donc tu m'as donné le Bourbon, le Negroni et le Mai Tai. Ouais. Je les ai fait tourner aussi auprès de mes potes en soirée, donc ça tombait bien. Mon verdict, c'est le Mai Tai. J'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé un peu trop sucré au bout d'un moment. Mhm. Je pense D'accord. que si c'est le genre de cocktail qui veut ça.
Donc c'était un petit peu moins ma came, même si le goût, je le trouvais vraiment très bien fait. Le bourbon, je l'ai trouvé sublime. Vraiment, le old fashioned, très, très cool. Et ça, je l'ai fait tourner auprès de mes potes. Ils m'ont dit parfait. Il y en a un qui m'a dit ouais, mon cocktail préféré, c'est le old fashioned. Et celui-là, il passe trop bien. Donc en gros, on l'a mis avec un glaçon et puis c'était nickel. Et le Negroni, pareil. Mortel. Hyper bien dosé. Amer comme il faut. Enfin, en gros, ça passait bien. Et puis la bouteille fait mouche, hein. À chaque fois, ça plaît bien, les petites dorures de différentes couleurs avec les slash là, qui donnent un petit côté, je sais pas, un petit côté danger, warning. Et je sais pas comment qualifier cette identité visuelle, mais ouais, bold, comme on dit en anglais. Ouais, voilà, contrasté. Oui. On a travaillé avec une super agence qui s'appelle Cerver, qui travaille beaucoup dans les vins spiritueux, dans les packs. Et c'est vrai que le boulot qu'ils ont fait est canon, quoi. Ok. Canon. Bah ouais, mais en tout Ça cas, interpelle, ça se voit. ça interpelle à chaque fois. C'est top. Et pour en revenir sur ton positionnement, justement, tu mentionnais explicitement le côté classique cocktail. À quel point tu restes en phase avec ce mantra? Tu vas pas vouloir twister des recettes? Enfin, il y a pas un moment donné où ça va partir? Non. En fait, tu veux, moi, j'ai pas de problème d'ego. Je suis pas là pour me faire plaisir en tant que barman et dire ma créa, c'est la meilleure du monde. Waouh. Non, c'est comme, en fait, je reste fidèle à ma vision du bar, qui est on fait un métier de service. T'es pas là pour écraser le consommateur en disant moi j'ai gagné telle compétition, je suis le champion du monde et en gros le client toi qui connais rien t'es une merde. Moi je l'ai vu avec beaucoup de barman, j'ai vu cette attitude. C'est pas comme Finalement, B2B ça? C'est Petit c'est un peu pareil. C'est on reste au service du client et du consommateur et c'est pas un produit qui est là pour favoriser ou flatter mon ego. Donc c'est un choix de pas faire de créa, on n'ira pas. Le seul truc où on pourrait aller, c'est des collabs avec des établissements ou des marques qui voudraient faire quelque chose de dédié. Mais je vais pas te faire un daiquiri à la fraise Mmh. ou un old fashion à la fleur de sakura, quoi. C'est non. Et on me l'a demandé hein, déjà, hein. Et ton mojito, tu pourrais pas le faire à la fraise et à ton Cosmo Yuzu. Non, euh, non. C'est pas nous. Ouais. Il y a pas là-dedans. Non, mais c'est bien, ça fait ouais, c'est tes valeurs de marque, quoi. Tu restes, ouais, accroché à ton positionnement et tu te diffuses pas dans tous les sens. Et pour moi, je trouve ça déjà très bien d'arriver à faire des classiques cocktails. Alors, les classiques cocktails, il y en a combien? Là, je vois sur ton site internet, quand je vais dans les cocktails, t'as quoi? T'as le Bourbon Old Fashion, le Caperina, Cosmopolitan, Daiquiri, Mojito, Moscow Mule, Negroni, Pornstar Martini et Tom Collins. Euh, Ouais, après il y a d'autres parfums, mais qui ne sont pas, par exemple, le Mai Tai, on a fait le choix aujourd'hui de ne pas le sortir pour le réseau retail. Et là, ce que tu vois, c'est vraiment le côté B2C ok. et pas B2B. On a d'autres formats qui sont pas là, qui sont par exemple la bouteille litre, le bag-in-box, Ouais. le fût. Et ça, c'est vraiment du B2B et pas du B2C. Après, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certains parfums qui tournent pas forcément et on va les arrêter et les remplacer. Ok. Et pour le coup, c'est lesquels là, les best-sellers? Ceux qui, Alors, ça dépend quand même de la saisonnalité. Le old fashion en hiver cartonne bien, l'été beaucoup moins. Le Panstar Martini, évidemment, le Moscow Mule, le Negroni, on va dire, c'est ceux qui marchent le mieux. Ok. Le Morito aussi. Ouais, le Morito, ça. Est-ce que ça reste le préféré des gens? Non, Non? ça a changé. Ah, c'est. Ça a changé comme. Alors, ça dépend des parfums. Par exemple, là, le Panstar Martini, là, nous, il l'a éclipsé de loin, le Morito. Mais si tu regardes, par exemple, d'un côté même B2B, on vend plus aujourd'hui de spritz fleur de sureau que de spritz classique. Et après, ça dépend de ton audience aussi, parce que il faut pas que le regarder qu'à côté parisien, barman très élitiste, le Panstar Martini ou le Moscow Mule. Le Moscow Mule, il y a quelques temps, c'était le cocktail en plus forte progression sur les menus. Ça, c'est bien. Mais après, si tu redescends un peu, que tu vas en province, ou que tu regardes des cartes de brasserie ou de chaîne,
tu as des cocktails qui reviennent souvent comme le Sex on the Beach. Et le Sex on the Beach, on en vend pas mal aussi, tu vois. On a fait le choix de baisser le sucre, ça marche bien. J'aurais jamais cru que le Sex on the Beach, on en vendrait, bah finalement. Donc c'est dans tous les business que tu lances, il y a ce que tu penses et puis la réalité terrain qui te rattrape ou qui te surprend. Toi, j'avais des vraies certitudes sur le Mojito et le Spritz. Ah, en fait, voilà, hein, ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Ok. Et ouais, c'est intéressant. Moi, je m'intéresse aussi à la consommation du produit. Tu parlais tout à l'heure de quand tu invites en soirée, la flemme d'aller dans la cuisine, de devoir faire la tournée des cocktails qui se sifflent en 2 secondes, puis qui sont redemandés. À quel point tu penses qu'il faut impliquer le consommateur dans, ce- dans son service? Est-ce que parce que moi j'ai travaillé avec les grandes distilleries Rippereux et la marque Massenet à Mm. l'époque, il y a 15 ans, ils avaient, ils avaient un petit peu, je sais pas s'ils avaient démocratisé, en tout cas c'était une innovation à l'époque. Non, c'est pas il y a 15 ans, c'est il y a 10 ans. Et c'était les cocktails Miss Massenet. En gros, tu avais des grandes bouteilles de cocktails prémix, mais il fallait juste rajouter le jus. Jus de cranberry, jus de citron, jus de pomme, tout ça. Donc en gros, tu avais une dose, enfin, tu avais 2 tiers, puis un tiers enfin, un tiers, puis 2 tiers de jus. Euh, Ça permettait à la personne de faire son cocktail parfaitement, mais il avait quand même à acheter son jus en supermarché. Là, toi, c'est vraiment du prémix, quoi, RTD. Mm. Il y a Alors juste c'est à ouais. sortir un glaçon et puis à le déguster. Alors, je sais pas si tous tes produits sont comme ça, mais est-ce que tu vois la différence, ouais, entre acheter quand même quelque chose dans Oui. le commerce pour donner cette impression de j'ai fait un cocktail, je suis un bon, ou le donner tout fait et personne se prend la tête. Alors il y a plusieurs choses. Ready to drink, ready to serve, hein. Aujourd'hui, dans notre gamme, on a du ready to drink, on a du ready to serve. C'est-à-dire qu'il y a des cocktails qui sont à toper, par exemple d'un tiers d'eau gazeuse, d'autres qui sont juste à mettre sur glaçon. On n'a même pas besoin de shaker. On a travaillé le cocktail pour pas avoir besoin de shaker. Donc ça, c'est voilà. Différence, RTS, RTD, c'est quoi la différence? Alors écoute, je l'ai appris en lisant les reports américains, etc. Maintenant, tu as une catégorie qui s'appelle ready to serve. C'est quand tu n'as rien à faire. Donc, tu ouvres une canette, tu n'as rien à rajouter. C'est prêt, entre guillemets, à consommer tout de suite. Donc, par exemple, toi, nous, aujourd'hui, notre Panstar Martini, tu le mets juste sur des glaçons. Je dis que c'est un ready to serve. Tu prends le Moscow Mule, il faut rallonger de l'eau gazeuse. Bah, c'est un ready to drink. Tu as une manipulation en plus à faire. Donc, voilà. Euh, Après, l'exemple de Mitz Massenet, je pense que aussi, il y a toujours un côté quand tu es entrepreneur, tu as peur d'être en retard et parfois tu peux être en avance. Bah, je pense vraiment que Miss Massenet, c'était trop tôt, c'était pas le bon moment. Puis après, je sais pas combien ça coûtait, mais tu as l'équation prix. Ce qui coûte cher souvent aussi, c'est le jus. Donc quand tu achètes une bouteille de mix, je sais pas quel prix ça coûtait à l'époque. Oh, il était 24 € les 70 centilitres, je crois, quelque chose comme ça. Bah, 24 euros et tu dois les racheter derrière ton jus d'ananas, ton machin, ta ginger beer ou ah, ça devait peut-être avoir un cost qui était un peu élevé. Et puis les gens étaient pas prêts. Moi, je vois encore là le frein quand tu es face à des acheteurs ou même parfois avec des consos. Ah non, ready to drink, c'est pas bon. Faites-moi plus juste le goûter et on en reparle. Mais goûtez, moi. Non, c'est pas bon. Ok, tu vois, c'est compliqué, hein. Les gens, ils ont souvent assimilé, comme je te le disais, ce que tu trouvais en GD, fluo, chimique, sucré, Ouais. Et ça n'a pas du encore tout et évolué, n'importe hein. quoi. Les gens pensent encore que, alors peut-être pas chez les anglo-saxons, mais en France, on pense encore que, enfin, c'est quoi qui revient le plus souvent pour toi? C'est trop sucré, ou c'est trop alcoolisé, ou il n'y a pas assez d'alcool, ou l'alcool est pas bon? C'est C'est quoi chimique. C'est chimique. Ok, mais qu'est-ce que ça veut C'est dire chimique. chimique? C'est, ouais, c'est. En fait, tu vois, il y a une nouvelle vague de ready to drink là qui a été créée. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est été créé par des barman. Donc en fait, t'as une approche sur le goût qui change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus des laborantins ou des chimistes qui créent à base à base comment dire, pas distillé, mais maltais ou des bases fermentées qui vont travailler que de l'arôme et pas de vrais produits. Donc eau, alcool, fermenté ou autre.
colorant. Bon, bah, à un moment, il te manque un truc, quoi. Et puis, on m'a vu aussi beaucoup aller sur des territoires qui prennent pas la voie de l'histoire ou de l'historique. Quand tu lis Morito avec un rhum agricole, je comprends que les industriels veulent aller chercher du volume sur le Morito avec tout type de rhum. Mais en fait, non. C'est un Morito, c'est un rhum de mélasse, pas un rhum agricole. Et donc, en fait, tout ce qui a été proposé par des industriels, bah, tu as une nouvelle vague quand même. Parce que ça soit Cocorico, que ça soit The Bottler, que ça soit, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme marque encore il y en a plusieurs, mais bah, quelque part, c'est des barman hein, qui ont créé ces recettes. C'est pas des industriels, c'est pas des chimistes. Donc déjà, tu as une autre approche. Et maintenant, c'est le temps de convaincre, quoi. Vraiment. Ouais, non, Donc les gens goûtent. c'est- Et d'ailleurs, tu vois, moi, c'est ce que je ressens quand les gens goûtent. Ils me disent, putain, mais à l'aveugle, j'aurais jamais dit que c'est un prémix. Ben ouais, mais parce qu'en fait, on s'est fait chier. Les 18 mois de test pour le Panstar, le sourcing, et cette quête, tu vois, vraiment, je le redis, hein, cette quête du goût pur, bah, à un moment, oui, ça fait la différence. En fait, il faut juste qu'on ait la capacité de faire goûter aux gens, de les convaincre. Donc, il y a un vrai travail d'éducation et de recrutement qui prend du temps. Et d'ailleurs, j'ai vu sur ton stand que vous vendez des ingrédients brandés The Fétichiste pour pimper les Mhm. cocktails. Ou, est-ce que c'est une démarche qui fonctionne bien? C'est plutôt en B2B, B2C? C'est uniquement du B2B. Et oui, ça marche bien, mais c'est encore une fois, c'était de dire, en tant que fétichiste du cocktail, je voulais pas proposer un verre vide dans lequel il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cocktail, avant d'être bu, il est vu. Et quand tu vas voir un CHR pour l'aider à valoriser son offre, tu dis, tu vois, quand ton serveur ou ta serveuse va passer avec un plateau, par exemple avec un Moscow Mule, bah, si tu as une jolie timbale, ça interpelle l'œil. Si tu as un spritz avec une rondelle d'orange, c'est quand même mieux que sans rien dedans. Un ginto, bah, en fait, tu sais pas si c'est un Perrier, c'est un moment, tu n'as pas mis une rondelle de citron jaune, une tranche de citron déshydraté. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment d'amener une expérience cocktail globale, et par le visuel et par le goût. Donc, voilà, c'est secondaire, mais c'est complémentaire. Du coup, c'est quoi c'est juste des ingrédients déco qui sont déjà déshydratés ou ouais, c'est ça? Par exemple, ouais. Ouais, ok. Ouais. Il y a d'autres choses quand même, que dire, mais Ouais, parce que pour moi, un cocktail, t'as le verre et t'as le glaçon aussi. Donc, c'est à quand la bien clearance sûr. fétichiste et les verres Il, il, il faut, ça c'est le défaut de l'entrepreneur, dès qu'il voit qu'il y a un truc qui marche bien, il va aller tout faire. C'est un métier, moi je laisse The Nice Company, Ice Cube Co faire leur truc. Non, je suis déjà bien occupé sur le cocktail. Euh, non, je n'irai pas sur la clearance. Pourtant, ça pourrait être fétichiste, hein, la glace, la dilution et tout. Mais à un moment, finalement, c'est sans ça en fait. Tu vois, demain, je peux faire des fleurs, je peux faire des bougies, je peux faire, tu vois. C'est pas ça une marque qui marche? Si, mais pour ça, ça veut dire des millions et des millions derrière. Ça veut dire des réseaux de distrib. Et puis à un moment, faut pas diluer ton message et ta marque. Ouais, Voilà. c'est sûr. Et d'ailleurs, tu parles beaucoup Sur de fétiche. bars et de CHR, de cartes. Mm. Comment intégrer une carte de bar aujourd'hui en 2025? Est-ce qu'il faut identifier déjà les bars spécifiques en fonction de tes valeurs et de ton produit et les faire un par un localement, puis régionalement? Est-ce que toi, tu as un process spécifique pour adresser les bars, les cartes? Oui, faire des choix. Déjà, tu peux pas t'adresser et plaire à tout le monde. Il faut savoir qu'il y a des gens, tu laisseras sur le bord de la route. Il faut l'accepter ou l'assumer. Je donne un exemple. Moi, il y a deux catégories que j'ai abandonnées dès le début. Je le savais. Je ne m'adresse pas à des bars de mixologistes. Je m'adresse pas aux bars de mon réseau, en fait, ou de mes copains. C'est-à-dire que quand on va chez eux, c'est des bars de destination. On y va pour goûter une création, pour goûter un twist auquel tu n'aurais pas forcément attendu. Donc, ceux-là, déjà, ça ne sera pas mes clients. Ensuite, tu as le bar qui dit, ah, mais moi, je ne veux pas proposer la même chose que mon voisin. Donc, moi, mon Moscow Mule, j'aimerais qu'il soit au lieu d'être au citron vert au yuzu. Et puis, j'aimerais un mojito fruits rouges. Désolé, je me coupe un autre pan de clients. Moi, j'essaye de viser le client qui à la maison veut boire un bon Negroni, parce que déjà tout le monde ne connaît pas le Negroni. Donc avant que le mec il aille acheter un Negroni au mezcal, il va se passer un peu de temps.
Et en fait, si tu veux, il y a un marché pour tout le monde. Moi, j'ai des concurrents qui me prennent des parts de marché parce qu'il y a des gens à la maison, ils disent: «Regarde, moi j'ai trouvé ce twist de Negroni, j'ai envie de te le faire découvrir», ou des CHR qui ont envie de proposer quelque chose de différent du voisin. Donc une fois que tu l'as intégré, que tu le sais, bah, OK, c'est cool. Et il y a un marché pour tout le monde. Oui, c'est sûr, et c'est déjà très pertinent de savoir à qui tu ne veux pas t'adresser. C'est ce que je recommande souvent à mes clients, c'est d'avoir savoir vers qui on ne veut pas aller, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il faut assumer son positionnement, ce que tu fais très bien. Et même si l'identité visuelle est belle et que les bouteilles sont jolies, en back bar, ça peut faire bien aussi d'avoir ça. Est-ce que c'est un argument de vente d'ailleurs pour toi, l'identité visuelle de tes packaging? Pour le B2C, oui, pas pour le B2B. Après, dans les belles brasseries, le produit est visible en back bar, mais c'est pas partout. Ok. Et ça, Mais après, tu sais, ce qui est frustrant, c'est que en tant qu'ancien barman, consultant dans l'industrie des vins et spiritueux, j'ai pas pu appliquer sur ma marque ce que je connais depuis 20 ans. Parce que aller voir les top bars, négocier de la présence carte, être visible derrière le bar, on reste encore dans un métier où le barman veut faire son cocktail. Alors moi, je dis toujours, on est un complément et pas un remplacement. On est un complément parce qu'en fait, toi, barman, t'aimes pas faire un mojito, on est d'accord? Ah, je déteste ça, ça m'emmerde. Ok. Mais en fait, le temps que tu vas gagner sur le mojito en faisant un mojito fétichiste, c'est du temps sur lequel tu as. Enfin, c'est du temps que tu as pour parler au client, lui vendre une créa, lui raconter des anecdotes et finalement t'occuper de ton client, donc le cœur du métier. Donc ça, il faut avoir le temps de l'expliquer. Et tous les barman ne comprennent pas encore. Mais donc du coup, ce que tu as appris pendant 20 ans et se dire la visibilité back bar, la visibilité carte, des collabs avec des barman influents et tout, tu peux pas le faire. hmm. Et spécifiquement en France ou? Attends, déjà, il faut réussir la France avant d'aller à l'étranger. C'est déjà compliqué. Donc, Donc, tu es un petit ouais. peu moins sur les fûts là, de ce que je comprends en termes de conditionnement, c'est quoi qui marche le plus pour vous? C'est les bouteilles au final? Non, encore une fois, il faut être focus. Fekishi, c'est une marque qui a été créée à la base vraiment pour l'hôtellerie et la restauration. Donc, la mignonnette, c'est pas un produit sur lequel on est ultra profitable et rentable, mais c'est important dans la construction de marque. C'est-à-dire qu'un client qui a pris une petite mignonnette dans un palace, ah bah déjà, ça l'interpelle fétichiste. Ensuite, s'il se retrouve dans une cave, ah bah oui, c'est ce que j'ai bu dans le palace, ça, je vais le racheter. Donc, c'est important pour la construction de marque. Aujourd'hui, notre priorité, c'est plutôt la bouteille et le bib que le fût. Voilà. Donc, ça va faire plaisir à nos amis de Cocorico. Je vais me dire sur le talk que ma priorité n'est pas le fût, voilà. Non, non, c'est bib et bouteille, nous. OK. Ouais, c'est marrant ton idée de petite mignonnette aussi comme produit d'appel parce que tu vois, c'est ce que tu m'as donné, au Mm. stand, c'est ce que moi j'ai apporté en soirée et ça fait mouche les petites mignonnettes quand elles sont bien réussies, c'est stylé et les gens sont fans, ça se pose facilement, derrière en déco, enfin, de chez n'importe qui et au final, oui, tu passes par là et je pense, je le vois très bien dans des hôtels, je sais pas, dans des hôtels de luxe, je verrais très bien ton produit dans un frigo, de mini-bar de chambre. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que c'est présent dans ce genre de lieu ou ça reste quand même juste bar? Ouais? Non, 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 c'est présent dans ces lieux. Aujourd'hui, on est au Carlton à Cannes, on a l'Eden Rock au Cap d'Antibes, on a l'Intercontinental de Bordeaux. Je sais pas, il y en a plein. Non, non. Sur la catégorie hôtel premium, ça marche plutôt très bien. Et si tu veux, c'était aussi ça l'ADN de Fétichiste. On voulait pas être une solution, on voulait créer une vraie marque. Et en fait, créer une vraie marque, bah, ça prend du temps, mais ça passe par là. Moi, j'ai 20 ans d'expérience à avoir travaillé notamment pour Moet Hennessy. Donc cette catégorie et cette vision premium, luxe, mais et aujourd'hui, un groupe comme Moet Hennessy le paye avec ses augmentations de tarifs, mais j'ai voulu faire du comment dire, affordable luxury. Luxury dans la qualité, luxury dans le pack, luxury dans le nom, mais dans les tarifs, quelque chose qui reste accessible. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des concurrents qui ont baissé leurs tarifs de cocktail ready to drink quand ils ont vu nos tarifs. Ils ont baissé de 6 euros par bouteille. Il aurait fallu que je sois à ce prix-là pour être ultra rentable.
Sauf que dans ma stratégie, dans ma vision de démocratiser le cocktail, si tu commençais en cave avec une bouteille qui est beaucoup plus chère qu'une bouteille de champagne, ça marche pas. Donc dans les 30-32 euros, tu étais intelligent. 38, tu segmentais. Donc moi, il y avait une volonté de faire du luxury, mais affordable. Et dans le côté Ah bah, c'est sur luxury le prix. aussi, t'as aussi des gens qui choisissent d'emblée le plus cher en pensant que c'est le meilleur. T'as aussi ce cas de figure. Oui, Tout ça. bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais on en revient. On en revient. Tu auras toujours une clientèle ultra élitiste qui regarde que le plus cher, etc. Mais je pense qu'on revient quand même au produit et au bon. À un moment, les clients aussi, ceux qui ont des moyens, mais un peu moins, ils disent arrêtez de me prendre pour un con. Je veux bien acheter un bon produit, mais c'est valable pour tout. Tu as une bonne huile de truffe ou une huile avec aromatiser la truffe, c'est pas pareil. Euh, et je pense que c'est pareil pour le cocktail. Oui, j'aurais pu le vendre 10 balles, 20 balles de plus la bouteille. Et c'est un marché qui est nouveau, qui est compliqué. Et je pense que d'autres y viendront sur cette approche-là parce que beaucoup de marques comme les nôtres auront permis déjà d'évangéliser et d'ouvrir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, y aller par le segment ultra luxe, ça serait une connerie. Après, moi, je vois, il y a des marques en Suisse qui vendent 15 ou 20 euros de plus la bouteille de 50 centilitres. Je sais pas s'ils en vendent beaucoup, mais c'est une approche. Moi, je pense que c'est un peu tôt. Après, une fois que le marché sera bien évangélisé, y aller par le prix, ok, mais il faut quand même une histoire, une crédibilité derrière. Parce que Ouais, tout c'est le sûr. monde ne sait pas faire classé Azul et tout le monde ne sait pas faire Dom Pérignon, tu vois. Vraiment. Et en parlant d'export tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, qui est déjà dans le pipe? Vous en êtes où de ça? Et bon, on a eu beaucoup de noms. Et on a un marché des vins et spiritueux qui est compliqué, c'est-à-dire que, en fait, post-Covid, les ventes se sont enflammées, tu as beaucoup de distributeurs qui ont stocké, surstocké, et aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt à réduire les lignes, réduire les référencements que de créer de nouvelles marques, mais c'est un cycle. On en arrivera bientôt au bout. La marque, bizarrement, je m'en étais pas rendu compte, mais quand je contacte pas mal d'importateurs ou de distributeurs, ils connaissent la marque, ils l'ont vue, on dit ah, vous avez fait des belles prises, vous avez des beaux lieux, mais pas pour l'instant. Donc là, on a des discussions avancées avec plusieurs marchés export, hein, mais pour l'instant, rien de transformé. Donc j'attends des réponses ce mois-ci sur plusieurs marchés. Donc Ok. je touche du bois. Hmm. Ça serait quoi? Plus l'Asie, plus Australie, Londres, États-Unis, US, UK, Afrique. Afrique. Ok. Mm. J'y crois beaucoup, moi, l'Afrique, c'est le marché de demain. Hmm. Il y a une grosse croissance, il y a un potentiel en devenir. Faut savoir adresser ce marché, mais moi, j'y crois beaucoup. Ok. Ouais, c'est à garder en tête. Quelles innovations et tendances de consommation influencent ton offre de cocktails prêts à boire? Le sans-alcool, obligé. Moi, ça fait 1 an que j'ai des recettes qui sont prêtes, mais je peux pas les sortir. On n'a pas assez de cash vraiment en ce moment. On attend une levée de fonds. Donc le sans-alcool, hein, mais on ira. La problématique du sans-alcool, pour moi, c'est la même problématique quand même que le ready to drink. C'est que le nolo, il y a tout et n'importe quoi. Et ça devient compliqué pour un client de s'y retrouver. Une kombucha, pas une kombucha, un cocktail sans alcool, un cocktail low alcoolisé. C'est compliqué, mais le sans alcool est à adresser pour moi en termes d'innovation. Il y a le bib qu'on arrive à raccorder pour être servi à la pression également. Ça, c'est une innovation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour en venir sur le sans-alcool, parce que c'est assez intéressant, moi, l'aspect majeur pour lequel je n'en achèterai probablement plus, c'est acheter 40 euros, 50 euros, une bouteille d'un spiritueux qui va périmer au bout de 4 mois. 4 mois, 4 semaines. Alors que tu achètes une belle bouteille de Hartberg ou un autre, enfin un beau spiritueux à 80, 100 euros, même 200, eh ben, tu peux l'avoir dans ton bar jusqu'à la fin de ta vie. Et ça me pose vraiment problème que je sois obligé de me dépêcher de boire mon spi sans alcool dès qu'il est ouvert pour pas qu'il tourne et qu'il devienne périmé. Alors toi, peut-être qu'avec ton petit format mignonnette stylé, ça peut aussi adresser
un, un marché. Au final, tu l'ouvres, tu le consommes, et puis il y en a plus. Et puis voilà, et ça fait très bien l'affaire. Les formats 25 centilitres, ça peut être très bien. 33. Franchement, les formats 50 ou 70 pour du spiritueux sans alcool, moi, je n'y arrive pas. Alors, je sais pas ce que tu en penses. J'en pense que ça rejoint ce que je viens de te dire dès le début, c'est que déjà le client, il est, perdu, il y a trop de confusion. Aujourd'hui, tu viens de parler de spiritueux sans alcool. Je n'ai pas parlé de spiritueux sans alcool, moi je parlais de cocktail. Et tu vois, c'est intéressant parce que moi aussi, j'ai été le premier à acheter des seed leaves, des machins, des trucs comme ça. Putain, un verre, on n'appelle pas un deuxième. Et ton problème de rotation fait que dans une bouteille de 70, tu vas avoir 15 doses. Mais si tu as plutôt un cocktail qui est déjà fait, ça en fait plus que 6. Donc tu n'es peut-être pas obligé de le garder 6 mois. Et tu vois, c'est ça qui est confusant, je trouve. Aujourd'hui, tout le monde veut aller sur le sans alcool parce que tout le monde se dit que c'est le nouvel Eldorado. Parce que le vin sans alcool, c'est dégueulasse. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai pas goûté un truc bon. Que j'ai peut-être pas eu la chance de tomber sur les bonnes marques ou des bonnes refs. Les Mais pétillants ou rosés sans alcool ou sparkling wine sont cool. Mais dès que c'est tranquille, c'est French Bloom, racheter moi c'est immonde, c'est immonde, c'est immonde. Seedlip, je te dis, moi j'étais le premier à en acheter parce que je voulais baisser ma conso d'alcool. Putain, un verre, c'est bien, mais t'en as pas envie d'un deuxième. Heineken a le même problème avec leur bière 0,0. Tu finis ta bière, t'as pas envie d'en boire une deuxième. Elle est bonne, hein. Mais Ah non, bizarrement, pour moi, la ça a promesse est très cool. J'en ai bu une hier, justement, de Heineken Zero. Ouais, mais est-ce que tu as envie d'en boire une deuxième derrière? Non, il n'y a pas En fait, moi, je trouve d'intérêt. que le frein, voilà. Ouais, mais toi, c'est ça le frein, c'est que ce qui est cool dans les bons produits, c'est qu'un verre en appelle un deuxième. Et que là, sur le sans alcool, la limite, pour moi, il y en a deux, hein, mais la première, c'est le goût. Un verre en appelle pas forcément un deuxième. Le prix et la DLC. Mm. Voilà, DLC, c'est le top. Après, je me dis, dans cette idée de modération, justement, un verre n'est peut-être pas censé en appeler un deuxième, surtout si tu as un côté sophistiqué. Après, c'est peut-être une autre vision, une autre manière de voir les choses. Mais tu sais, dans le côté modération qui va avec le sans-alcool, peut-être que le but, c'est de pas de consommer à tout prix 2, 3, 4 verres. Mais c'est jamais en soi de consommer à tout prix. Mais tu vois, c'est comme quand tu vas manger au resto et toi, tu vas avoir la purée de Robuchon. Bah, tu as envie d'en reprendre, peut-être pas par faim, mais par gourmandise. Euh, et en fait, pour moi, c'est gagné quand tu as envie de reconsommer. C'est-à-dire, au même titre que quand tu vas dans un bar ou un resto, l'accueil, l'ambiance olfactive, la lumière, tout ça sont des vecteurs du fait que tu vas passer un bon moment. Et si tu passes un bon moment, tu as envie de revenir. Tu passes pas un bon moment, tu reviens pas. Donc en fait, pour moi, la sanction, elle est là. Tu passes pas un bon moment, tu reviens pas. Ton drink, il est pas bon, bah, tu le rachètes pas ou t'en prends pas un deuxième. Pareil. Et donc pour moi, le challenge, il n'est pas d'être dans la surconsommation. C'est de dire, est-ce que j'ai envie de reconsommer ou de reprendre quelque chose derrière? Et en fait, si tu veux, moi, je crois beaucoup au sans-alcool parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'offre, quand même, elle est pauvre. Tu t'emmerdes, hein. Tu t'emmerdes. Aujourd'hui, quand tu veux pas boire, tu vois, moi, ma femme boit pas. C'est quand même limité, quoi. Aller acheter des Fever-Tree ou autres dans le commerce, des kombucha, du Perrier, t'es vite limité, en fait. Et donc, moi, je crois plus à des boissons sur du goût que des alternatives à l'alcool. Ouais. Je ne crois pas voilà, au distillat à l'eau, je ne crois pas au sparkling désalcoolisé ou au vin désalcoolisé. Ça, j'y crois pas. Mais après, ça n'engage que moi, hein. Quand Oui, tu ça, vois t'as certains, raison. les volumes qu'ils font, très bien, mais est-ce qu'ils seront encore là dans 5 ans? Ça, on verra, tu vois. Donc, il y a ce type de produit qui fait déjà des super volumes. Après, il faut se méfier du miroir aux alouettes. Est-ce qu'ils seront là encore dans 5 ans? Ça répond aujourd'hui à une demande, mais je pense que la demande, elle n'est pas encore bien identifiée par le conso et du coup pas encore bien cernée par l'industrie. Ouais, c'est ça. Ça vient à peine en France et il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas trop encore au courant de. Alors, les mocktails, si, mais en tout cas, ouais, le côté spiritueux sans alcool, etc., ça vient. Mais ouais, il faut aussi que le français change un petit peu de mindset, qu'il ait envie de tester d'autres choses et surtout qu'il trouve des produits qu'il trouve bons. Et c'est le nerf de la guerre, hein. Le goût en France,
Aux États-Unis, elle peut faire goûter des half-tagers et tout, mais en France, ça marche pas, ça. Ça plaît. Donc, Non, non, mais tu vois, par exemple, j'étais l'autre jour à la Grande Ep, je regardais ce qui se faisait en sans alcool et tout. Alors, tu commences à avoir une offre un peu plus large. Je vois les prix, ils sont pas bien, quoi. Les bouteilles de 50 centilitres à 30 balles ou 40 balles et tout, tu t'y mets. ah ouais, Non, en fait. c'est clair. Et ça va avec la Il y a un marché pour tout le monde. Ouais, mais après, encore une fois, il y a un marché pour tout le monde, hein. Donc, voilà. Les conseillers sont pas les payeurs, mais bon. D'ailleurs, je revoyais sur ton. En passant la vidéo, là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il y a des QR codes sur tes bouteilles. Est-ce que tu sais s'ils sont scannés? Est-ce que tu as un tracking de ça? Est-ce que tu n'en as aucune idée? Alors, je t'avoue qu'on regardait au début, on a arrêté de regarder et il faudrait que je me remette dessus. Ok. T'as pas spécialement. Enfin, ça t'a pas servi dans ton marketing de traquer un petit peu d'où ça venait? Parce que, en fait, au tout début, tu vois, c'est aussi un moment quand tu lances des projets et ça t'échappe, on est parti hyper loin, il a fallu redescendre sur terre. On s'est dit, on va faire des tutos vidéo, on va faire des guests, on va mettre comment pimper ton cocktail, des trucs sur la glace, la vérité. Voilà. C'était juste un lien rêve, quoi. C'était le postulat de départ. On s'est dit, on peut faire ça. Puis après, on s'est dit, ouais, mais on est une start-up, on n'est pas Pernod Ricard ou Bacardi, donc en fait, on va faire ça. Voilà. Après, demain, on aura toujours la possibilité de faire évoluer ça, mais entre ce que tu penses faire en tant qu'entrepreneur dès le début et ce que tu peux faire et les ressources que tu as pour le faire, bon, bah, voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ouais, carrément. En tout cas, pour ceux qui veulent essayer de tester les QR codes, ce qui est bien, c'est même si vous donnez juste une URL, ce qui est bien, c'est vraiment d'utiliser les petites balises d'URL pour aller traquer vos liens. C'est-à-dire, vous allez taper sur Internet les balises UTM qui se mettent à la fin d'une adresse web pour aller voir ensuite dans votre outil d'analyse Google Analytics ou Plausible. Je vous conseille plus Plausible parce que c'est éthique et c'est ce que j'utilise. Mais en gros, vous pouvez aller voir où est-ce que les gens ont traqué ça. Peut-être que vous avez un partenariat avec tel ou tel restaurant, tel ou tel bar. Et ben, faites une campagne UTM spécifique à ce bar-là pour voir si ça a scanné dans ce bar-là. Enfin, voilà, en gros, c'est un petit tips pour aller un petit peu voir ce que peut donner le tracking de vos bouteilles et voilà. Je pense qu'on arrive doucement vers la fin. Je ne sais pas si tu avais des choses à adresser auxquelles je n'aurais pas pensé dans cet épisode. Est-ce que tu as des petites choses qui vont sortir que tu peux annoncer ici ou autre chose, un autre message que tu voudrais faire passer? Non, pour ceux qui veulent créer leur marque de ready to drink, si j'ai un message à faire passer, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et que j'écoute beaucoup parce qu'il est pertinent sur tous les sujets qu'il aborde. C'est Alain Ducasse. Et Alain Ducasse, il y a cette phrase, il dit: je suis impitoyable avec mes équipes quand elles font mal quelque chose, alors que ça leur a demandé le même temps que de le faire bien. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour des nouveaux acteurs. Faites les choses bien. On a besoin de bons produits, on a besoin d'une bonne approche pour évangéliser cette catégorie qui est quand même compliquée. Donc moi, ça serait plutôt mon mot de la fin. Prenez le temps de bien faire les choses. Il y a de la place pour tout le monde. Faites les choses bien. Parfait. On se quittera là-dessus. Vous pouvez aller sur le site internet thefetichiste.com et puis peut-être, je sais pas, Instagram ou LinkedIn. Qu'est-ce que tu préfères? Les deux, Insta, LinkedIn, on n'y met pas le même contenu, mais venez nous suivre sur les deux, c'est cool. Carrément. Sur Instagram, c'est aussi The Fétichiste. Fétichiste, CH. CH. Exactement. PHI. Voilà. Bon, bah, merci Hugo. C'était cool. C'était bien intéressant de voir un Hugo. petit peu les coulisses, quoi. Moi, ça m'a plu. Toujours un plaisir d'échanger. Carrément. Allez, à très vite. À très vite pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.